Alors, je sais que certains étaient déjà présents ce matin et donc ont entendu, n'est-ce pas, la présentation de Paul Audy que nous avons le grand plaisir de recevoir ici, mais je vais donc reprendre pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, Paul, je crois qu'il faut dire d'abord que tu es philosophe et tu y tiens, n'est-ce pas, puisque tu m'as dit que tu parlais ici en tant que philosophe et non pas en tant, il a dit ce matin, je crois qu'on acquiesce, bien, et non pas en tant qu'historien de la philosophie. Bon, non, de l'art. De l'art, pardon, excusez-moi. Oh là, lapsus, mauvais lapsus. Bon, et bien. Alors, bon, tu es philosophe, mais bien entendu, tu as tout le parcours universitaire, c'est-à-dire que tu es passé par l'école normale supérieure, tu as l'agrégation de philosophie et un doctorat de philosophie. Tu as ce qui t'a permis d'avancer, tu as fait une soutenance de thèse sur Rousseau, qui est d'ailleurs édité, qui a été édité. Bien, et tu as été enseignant à l'université de Paris-Est, Créteil, Val-de-Marne, et également tu as enseigné, je sais, à l'Institut catholique de Paris. Tu as fait quelques passages là-bas. Tu as un certain moment de ta carrière, tu as travaillé dans l'édition, au PUF notamment, où tu as créé une collection d'essais, bien, perspective critique. Bon, et tu es membre statutaire de l'équipe de recherche Phil et Paul de Paris-Descartes. Alors, Phil et Paul, c'est philosophie, épistémologie et politique. C'est bien ça, et politique. Et tu es également membre du comité de rédaction de la revue qui s'appelle Cité, qui est dirigée par Zarka, je crois, bien. Bon, alors, tu as écrit également pas mal d'ouvrages. D'ailleurs, je signale que ces ouvrages, enfin certains en tout cas, sont présents dans cette salle, sont en vente par la librairie du Labyrinthe. Ceux qui souhaiteront effectivement acquérir donc un livre de Paul Audy pourront le faire. Alors, comme livre, tu as écrit, il y a sur Rousseau, j'ai vu, il y a sur Nietzsche, des livres sur Nietzsche. Tu as écrit aussi deux ouvrages sur un peintre dont tu vas parler, c'est pourquoi je le signale, Eugène Leroy. Il y a d'ailleurs une toile d'Eugène Leroy qui est dans ce musée. Bien, il y a notamment ce livre qui s'appelle ici « Trois peintres de la figure », Ronan Barrault, Eugène Leroy et Paul Réberol. Bien. Et puis, tu as écrit également sur un écrivain que j'estime beaucoup, donc je suis très content, Pierre Michon, que je considère comme étant peut-être un des meilleurs écrivains contemporains, bien qu'il soit relativement peu connu. Bon, et tu as écrit surtout, je dis surtout parce que c'est ce qui m'avait attiré vers toi, le livre qui s'appelle « Je ne vois que ce que je regarde ». Proximité du tableau. Pour ce matin, il y a déjà eu des allusions, c'est pas des allusions, ça a été au centre même, puisqu'il s'est agi de distinguer la vue du regard, bien, la vue qui est un peu contingente, et le regard qui est effectivement un travail bien de participation au tableau. Bien. Alors, je voudrais simplement, en guise d'introduction, me dire ce qui m'a intéressé dans ton travail, du moins ce que j'en connais. Peut-être que ça permettra, d'ailleurs ça donnera des petits ponts pour ceux qui va suivre. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que tu t'es interrogé sur l'émergence et la signification de l'art moderne. Alors, ce qu'on appelle l'art moderne, c'est en gros ce qui apparaît après bien sûr, l'impressionnisme. Bon, en gros, c'est l'impression, bien qu'on puisse voir avant, effectivement, bien entendu, déjà des prémices. On parlait de Manet ce matin. Bon, le déjeuner sur l'Èbre, bien sûr, est considéré déjà comme une grande rupture. Mais surtout, tu fais une distinction qui me semble importante entre la modernité et le modernisme. Alors, cette distinction, le modernisme, ça recouvre effectivement tous les courants qui apparaissent, l'avant-garde, tous les courants d'avant-garde qui apparaissent après l'impressionnisme. Bon, il est inutile de les citer, j'en ai cité quelques-uns ici, le cloisonnisme, bien, le pointillisme, bien sûr, le fauvisme, le cubisme, le dada, etc. Je pourrais continuer. Vous voyez, tous ces mouvements sont bien sûr datés. Ils sont datés, on peut faire leur histoire, on sait quand ils sont. En revanche, la modernité, c'est autre chose. Ça désigne effectivement un certain régime pictural, bien, de la peinture, et qui apparaît à un certain moment où il y a ce qu'on appelle une crise de la représentation, même une crise véritablement de l'art. En gros,
Parfois, cela, tu en parles dans ton livre, parfois, cela a été... On reprend cela de Hegel, quand il parle, philosophe Hegel, quand il parle du mort de l'art. Alors, bien sûr, mort de l'art, vous dire si l'art est mort, c'est fini. Ben, pas du tout, c'est pas ça que ça veut dire. Hein. Mort de l'art, c'est-à-dire que l'art a perdu, aux yeux de Hegel, ce qu'il appelle sa plus haute destination. C'est-à-dire, effectivement, l'art, en gros, maintenant, nous pouvons regarder une œuvre d'art sans se référer à une dimension religieuse, à la dimension également politique ou du sacré, ce qui n'était pas vrai, sans doute, et plus difficilement vrai avant. Or, l'art, précisément ce qu'on appelle la modernité, eh bien, c'est justement, une fois qu'on est coupé de cette destination, l'art se prend lui-même, en fin de compte, comme objet. Il devient effectivement auto-réflexif. Il réfléchit sur ses propres éléments et moyens picturaux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous voyez bien, on arrive jusqu'à l'essentiel de ce qu'est l'acte de peindre. Et du même coup, la modernité n'est pas du tout datée. La modernité, à vrai dire, elle était déjà présente partout. Elle est sans date, elle est sans âge. Bien. Et à partir de là, c'est justement cette essence de la peinture que tu essaies de comprendre. J'espère ne pas dire de bêtises. Hein. C'est ce qu'on appelle l'essence, effectivement, de la peinture que tu essaies de comprendre, en même temps la comprendre dans sa signification humaine. C'est pourquoi, effectivement, je n'ai pas signalé tout à l'heure, mais tu t'es beaucoup intéressé au rapport entre l'esthétique et l'éthique. La dimension humaine, l'esthétique, une notion de liberté qui apparaît effectivement. D'ailleurs, ce matin, tu en as parlé, la liberté du regard. Et dès qu'on a liberté, on a évidemment engagement, responsabilité, éthique. D'ailleurs, tu as écrit un livre qui s'appelle, de manière significative, esthétique, avec un jeu de mots, pas un jeu de mots, c'est un mot valise, esthétique et éthique. Vous voyez, cette double dimension. Et puis ensuite, mais là, j'en ai parlé hier au téléphone, il y a, c'est peut-être maladroit de ma part, mais c'est déjà une question, n'est-ce pas, que je me pose. En te lisant, je vois que tu parles relativement, je dis que tu n'en parles pas, mais de la beauté. En général, quand on parle d'art, la première chose qui vient à la tête de n'importe quelle personne comme moi, c'est bien sûr, c'est la beauté. Or, je ne vais pas dire que tu n'en parles pas, tu en parles, mais à la fin de l'ouvrage. Tout à la fin de l'ouvrage, en revanche, tu accordes beaucoup d'importance, et ça m'a vraiment intéressé, à ce qu'on appelle la vérité picturale. La vérité, et tu cites, bien entendu, Cézanne, bien sûr, qui dit, par exemple, en parlant de l'Olympia de Manet, il y a une vérité picturale des choses. Vérité picturale, voyez bien. Ça m'a beaucoup intéressé. D'ailleurs, Manet en parle au sujet de l'Olympia, mais il a lui-même peint la moderne Olympia. Il était fasciné par ce tableau. Hein. Tout ça se trouve au musée d'Orsay. Hein. Et je mets une autre citation dans une lettre qui est connue, celle-là. « Je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai ». Voilà ce que dit effectivement Cézanne. Je crois que tu cites plusieurs fois ces phrases. Ça m'a vraiment intéressé. Vous voyez, la peinture en régime de modernité, la vérité, vous voyez bien, qu'est-ce que tout cela veut bien nous dire. Maintenant, je vais te donner la parole. J'espère ne pas avoir dit de bêtises, tout simplement. Bien, Paul, nous t'écoutons. Merci, Francis. Cette belle présentation qui me flatte beaucoup, merci. Merci à vous tous d'être là. Et je ne vais peut-être pas répondre tout de suite à la question que tu as posée, qui est énorme et qui mériterait peut-être une autre conférence. Mais d'une certaine manière, peut-être dans la discussion qui va suivre ce que je vais vous dire maintenant, on abordera le statut de la beauté en régime de modernité. Parce que c'est un statut qui a changé, évidemment, et c'est intéressant de savoir pourquoi et comment. Donc, je réserve peut-être ce sujet pour après la conférence, au moment de la discussion, si tu veux bien. Merci. Alors, je dois aussi vous dire que je suis très, très, très embêté parce que j'avais apporté des fichiers avec des représentations qui allaient défiler tout au long de mon explication, mais là, j'ai un problème avec un des fichiers qui concerne les tableaux de Francis Bacon. Il y a un virus, paraît-il, qui m'empêche de l'ouvrir, donc
Je vais faire des petites escapades sur Google pour essayer de retrouver les tableaux et voilà, enfin pour vous les montrer. Donc il y aura une petite manipulation, j'espère pas trop cafouilleuse, et on s'en sortira. Bon, je suis désolé. Alors, pour commencer, je vais vous citer un savoureux apologue de Picasso. Picasso écrivait de temps en temps, il a écrit surtout beaucoup de poésie au cours de l'année 1935, une année difficile pour lui sur le plan personnel, au cours de laquelle il ne pouvait plus peindre, donc il a écrit des poèmes extraordinaires. Et j'ai trouvé cette formule: le chat mange l'oiseau, Picasso mange le chat, la peinture mange Picasso, à la fin, la peinture gagne. Fin de citation. C'est une curieuse consommation, n'est-ce pas? Et j'en proposerai d'emblée l'exégèse suivante. Une image plus forte englobe toujours une image plus faible. Mais la peinture l'emporte sur n'importe quelle image, même si cette image est déclarée la plus forte. La peinture l'emporte même sur le peintre lui-même. D'autant que peindre n'est pas dépeindre, tout le monde le sait. Peindre, ce n'est pas produire une image, une vue ou une vision au moyen de traits, de couleurs disposés sur un support. Du moins, ce n'est pas seulement cela. Et surtout, ce n'est pas cela en premier lieu. Le peintre ne produit jamais quelque chose de visible, une image, dans le seul but de le représenter. Il se mesure plutôt à la visibilité même de ce qui se donne à voir, en tentant à chaque fois, dans la mesure du possible, de trouver la mesure de l'être visible, ou le seuil à partir duquel le visible commence à se déployer. Il prend donc acte du fait qu'en se déployant, le visible vient à la rencontre du regard de l'homme, l'affronte, le réveille de sa torpeur optique, le libère même de l'emprise du visuel dans lequel il s'aliène déjà naturellement. Mais ce n'est pas encore dire le plus important, car, et il est sans doute là le clou de la boutade picassienne, si le peintre a toujours le contrôle des images qu'il produit, il n'en demeure pas moins lui-même à la merci de la peinture. C'est au point où il se laisse avaler ou recracher par elle, un peu comme le Jonas biblique, absorbé qu'il fut par une ensorcelante baleine avant d'être expulsé de son ventre. À la différence du mythe, le peintre est de la peinture la proie plus ou moins consentante. Il n'a qu'à faire ce qu'elle veut, ce qu'elle lui dit de faire, à tel point que si la peinture ne prend pas le dessus dans le bras de fer très serré qui l'oppose à la peinture, le peintre ne peut espérer être tenu pour un grand peintre. Cependant, dire que l'unité du tableau tient moins à l'image qu'à la peinture, ça n'évite pas le malentendu. Car qu'est-ce que la peinture quand elle en arrive à revendiquer la victoire sur son propre serviteur ? Elle fait reposer l'unité du tableau sur ce fait pictural, pour reprendre l'expression de Braque, qui n'est autre que la figure. En peinture, la figure ne fait justement pas image. La figure fait tableau. Elle ne s'adresse pas à l'œil, mais au regard. Les yeux voient des images, mais les figures leur échappent, tant que les yeux n'ont pas su voir, tant qu'ils n'ont pas été capables de voir sous le visible la source de la visibilité. Ce savoir est toujours énigmatique, d'autant plus énigmatique que, de même qu'on ne sait pas ce que peut faire un corps avant d'en faire l'expérience, on ne sait pas à l'avance si on peut regarder. Sera-t-on capable de résister à l'attrait de la représentation,
à la séduction de l'image, à la tentation du plaisir rétinien. Rétinien est un mot de Marcel Duchamp. On sait que l'on sait voir quand on parvient à trouver la figure qui, dans un tableau, attend notre regard. L'essayiste Jean-Christophe Bailly rappelle dans un livre sur les chefs-d'œuvre de la peinture que le photographe et plasticien canadien Jeff Wall explique dans un texte sur Manet que le corps, ce corps qui est, selon Jean-Christophe Bailly, le nœud fiévreux de la peinture occidentale, c'est une citation, est toujours le corps de l'autre. Un corps tracé et caressé par la main en mouvement du peintre. De ce fait même, le corps peut être dit la trace simultanée de deux corps, et il est donc, en tant que tel, intrinsèquement érotique. Autrement dit, le corps peint, transmué en figure picturale, est le fruit d'une érotisation. Et d'une érotisation qui est liée, en fait, à la saisie qu'en fait le pinceau du peintre quand il s'en saisit. C'est que le corps peint est aux prises avec le corps du peintre. Il y a deux corps. Et ce, d'autant plus que, comme l'écrivait cette fois Paul Valéry, le peintre, quand il peint, apporte son corps. Il apporte son corps de trois manières au moins. Par le vecteur de l'œil, par celui de la main et par celui du cerveau, comme dit génialement Antonin Artaud. Artaud note en effet, au sujet de la couleur rouge, ça, je pourrais peut-être le trouver celui-là. Attendez. Voilà. Ça, c'est la chambre de Vincent devant nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Bon, vous connaissez tous ce tableau. Alors voilà ce que dit Antonin Artaud de ce tableau. En fait, il parle de la couleur rouge de l'édredon qui recouvre le lit. C'est un tableau de 1888-1889, qui est un tableau très important qu'on pourrait commenter une autre fois, mais je vous signale que la chambre de Vincent, en fait, c'est le corps de Vincent. Donc il peint le corps de Vincent. Et ce qu'il peint, c'est évidemment pas le corps physique de Vincent, il peint le vrai corps de Vincent. Donc le vrai corps de Vincent est fait de tout ça. Mais il est fait surtout d'une fenêtre qui est au fond et qui est entrouverte ou presque fermée. Et c'est fondamental. Bon, je le signale juste, je n'avais pas prévu de vous en parler, mais enfin bon, parce que la peinture a été longtemps considérée, le tableau comme une fenêtre sur le monde. D'accord ? Et le thème de la fenêtre a été fondamental dans la théorie de la peinture, depuis la Renaissance jusqu'au temps moderne. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que quand un peintre peint quelque chose d'aussi intime et radical que sa chambre à coucher, qui elle-même reproduit un certain nombre de ses propres tableaux, et que lui-même s'en exclut, puisqu'il n'est pas dans la chambre, ce qui prime, c'est cette fenêtre, et toute la question est de savoir si, pour la peinture, la fenêtre doit être ouverte ou fermée. Pour Vincent van Gogh, je pense que la fenêtre, ici, est en train de se refermer, plutôt que de s'entrouvrir. Mais bon, c'est une interprétation. Bref, donc, ce que dit Artaud de cet édredon rouge, il dit que Van Gogh sut transborder du fond de son cerveau sur sa toile
le rouge de cet inénarrable enduit. Si cerveau est le mot-clé, transborder l'est tout autant. Transborder, cela n'a rien à voir avec reproduire, représenter, imiter, copier, restituer, etc. Transborder échappe au lexique de la mimésis. D'autant qu'il ne signifie ni transposer, ni traduire. Certes, le pinceau applique une pâte colorée sur la surface d'une toile tendue, mais le transbordement de la couleur, quand il a lieu, se fait depuis le fond du cerveau, pas depuis la palette. Il arrive que la couleur reproduise celle d'une chose aperçue au dehors. Il lui arrive aussi d'être le fruit de l'imagination, mais la couleur apposée, en quoi s'épuise la touche, provient, elle, de la machine cérébrale à laquelle Cézanne assignera de son côté la fonction picturale de classer par lumière, demi-ton ou quart de ton, les plans représentés par les sensations colorantes qui emplissent l'organe visuel. La touche de couleur, en tant que transbordée du cerveau du peintre, déborde donc toujours le cadre préconstitué de la transposition ou de la traduction. Cézanne d'ailleurs disait à Joachim Gasquet « La couleur est le lieu où notre cerveau et l'univers se rencontrent. C'est pourquoi elle apparaît toute dramatique au vrai peintre. » Le peintre apporte son corps. Cette phrase de Valéry, Maurice Merleau-Ponty, dans L'œil et l'esprit, la commente en deux temps. Il dit premièrement que c'est en prêtant son corps au monde que le peintre change le monde en peinture. C'est-à-dire fait entrer le monde ou les choses du monde dans l'espace-temps propre au tableau, ce pourquoi Merleau-Ponty va jusqu'à évoquer l'idée de transsubstantiation. À quoi il ajoute, deuxièmement, que la transsubstantiation que le tableau assure et accomplit doit tout au corps opérant et actuel du peintre, c'est-à-dire à ce corps créateur qui ne se présente ni comme un morceau d'étendue, ni comme un faisceau de fonctions, mais seulement, comme le précise d'ailleurs Merleau-Ponty, avec beaucoup de justesse, comme un entrelac de vision et de mouvement. C'est ça le corps du peintre, un entrelac de vision et de mouvement. C'est-à-dire un faisceau de pouvoir et non de fonction, si l'on donne à pouvoir le sens qu'il a dans la locution « je peux ». Parler d'entrelac de la vision et du mouvement, c'est situer l'action du peintre, donc le fait de peindre, dans une collusion aussi forte qu'énigmatique de l'œil et de la main. Chez un peintre, mais on pourrait en dire autant des sculpteurs comme des artistes en général, la main acquiert un pouvoir singulier, et l'œil aussi. Je reviens donc sur cette base à la phrase de Jeff Wall sur Manet. L'œuvre peinte, dit-il, se situe entre deux corps, et la relation de ces deux corps est érotique. Même si elle est polémique, même si les deux corps sont en conflit, il ne retourne pas moins d'une relation d'énamoration. C'est-à-dire, on tombe amoureux. Où ce mot peut très bien être entendu de façon lacanienne comme haine-amoration, en entendant haine dedans. C'est ce que l'on voit par exemple dans les tableaux de Francis Bacon, dans lesquels, aux caresses et aux traces, comme disait Jean-Christophe Bailly, se trouve substituée une sorte de volonté d'étreinte rageuse. Celui qui dit cela, Jean-Christophe Bailly, décrit l'enjeu de cette peinture ainsi. Il parle de Bacon. Le corps humain perd toute dimension d'objet pour devenir le point paroxystique d'une représentation
qui cherche à l'atteindre et à le fixer. Le corps, ainsi approché et touché, est le nœud de force par lequel l'apparence, qui, disait Bacon, ne cesse de flotter, se troue. Je reviendrai tout à l'heure sur cette trouée par où le corps de chair fuit. Et Bailly de poursuivre en disant « Les dispositifs spatiaux qui entourent les corps et qui se manifestent par de grands aplats de couleurs crues sont des dispositions d'évidement de l'espace, des moyens d'isoler la figure, l'événement singulier de la figure. » Alors, pour... Je suis désolé, mais... Voilà. Alors... Je tombe là-dessus, d'accord? Donc voilà. Bon. Voilà. Ça, c'est un triptyque de Francis Bacon et qui correspond parfaitement bien à la description qu'en a donnée Jean-Christophe Bailly. Les dispositifs spatiaux qui entourent les corps et qui se manifestent par de grands aplats de couleurs crues sont des dispositifs d'évidement de l'espace, il n'y a rien, okay, des moyens d'isoler la figure, l'événement singulier de la figure. Bon. Alors, dans ce cas-là, il y a un surcroît de procédés d'isolement, puisque la figure humaine est elle-même prise à l'intérieur d'un parallélépipède qui isole encore plus la figure et qui en fait une sorte d'événement à l'intérieur d'un espace vide, ce que Bacon appelle le principe du Sahara, c'est-à-dire il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon. Bailly, toujours de préciser, ce qui, dans la figure, est torsion sur elle-même, vous voyez un peu comment la posture de la figure humaine est prise à l'intérieur d'une sorte de mouvement, de tension qui est beaucoup plus involutif que évolutif. Il a tendance à se recroqueviller, à se tourner à l'intérieur de lui-même. Alors, ce qui dans la figure est torsion sur elle-même, mouvement tenté ou induit, a lieu dans une énorme solitude. Donc le corps est coupé des autres corps, même si ces autres le côtoient, sont près de lui ou contre lui, par conséquent. Je vais vous donner un autre exemple, pour que vous compreniez. Alors, je vais essayer de trouver ça sur Internet. Oui. Bon. Par exemple... Voilà un tableau. Voilà donc, c'est un tableau très connu. Les 3 études pour une crucifixion, où là il y a 2 personnages, mais les personnages, si vous voulez, sont eux-mêmes peints comme isolés l'un de l'autre. Il n'y a pas véritablement d'interaction, ils ne se regardent pas, ils regardent plutôt là où ça se passe, c'est-à-dire la scène horrible qu'il y a au centre du tableau et la vérité de cette scène qui est la révélation de la carcasse du corps sur le côté droit dont je parlerai tout à l'heure. Alors, je continue à lire ces quelques lignes de Bailly. Pourtant, loin d'être plantée, la figure survient, le corps est ce mouvement même du survenir. Cet impossible arrachement à soi qui se montre et s'étale tout en se rétractant. Je vais peut-être le commenter par une autre image. Je suis très embêté de ne pas avoir le fichier que j'avais préparé. Mais bon, voilà.
Vous voyez ici, à droite, d'accord? C'est un autre tableau, où là, il y a une figure, si vous voulez, qui est entièrement recroquevillée sur elle-même. Pourtant, loin d'être plantée, la figure survient, le corps et ce mouvement même du survenir, cet impossible arrachement à soi qui se montre et s'étale tout en se rétractant. La tension est le maître mot de ce vertige charnel, c'est elle qui régit l'élasticité mate que l'on retrouve dans les portraits, les autoportraits nombreux que Bacon a tentés. Alors, attendons-nous quelque peu sur Bacon, le premier peintre que j'ai choisi, parce que notre thème d'aujourd'hui, c'est comment le corps fait figure. Ce dont je voudrais parler, c'est de ce que le texte que je viens de vous citer à l'instant entrevoit, ou nous laisse entrevoir, à savoir la manière dont le corps dans la peinture de Bacon, mais pas seulement, comme on va le voir, est le mouvement même du survenir de la figure. Soit, pour l'exprimer plus simplement, comment le corps en vient, par les seuls moyens dont dispose la peinture, à se dresser sous la forme d'une figure. Alors, dire cela ne veut pas dire que le corps se prête ou se prêterait à un acte de figuration. La figure qui se donne à la vision n'est pas configurée. C'est-à-dire qu'elle ne survient pas comme le visible, mais à travers le visible. La configuration regarde du côté de la représentation, donc de l'image, alors que la figure ne survient que si c'est l'image elle-même qui offre au regard les moyens de se laisser traverser. C'est ce qui nous arrête dans l'image, car ce qui nous arrête dans l'image, c'est la vision qu'on en a, ou la vue qu'on en prend, et ce qui nous permet d'aller au-delà de l'image, c'est le regard, cette modalité spécifique du voir, qui est un savoir-voir ou un pouvoir toucher. Le regard nous conduit au-delà de l'image vers quelque chose que nous devrions appeler le tableau. L'image, en tant qu'elle se dresse et nous fait face. Les grands tableaux sont ceux qui libèrent le regard, en ce sens que le regard n'est jamais donné, mais doit être en quelque sorte engendré par la figure qui se dégage du tableau au-delà des figurations et des configurations propres à l'image. D'ailleurs, c'est très simple. On voit un tableau de Francis Bacon et on se dit « je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un corps pareil. Je n'ai jamais vu une représentation pareille du corps. » Et de fait, ce corps visible ne sera jamais comme ce corps peint. Parce que ce corps peint n'est précisément pas le corps visible. C'est une figure. Et c'est une figure qui n'existe qu'en peinture. Et qu'il faut pouvoir appréhender en se débarrassant des paramètres habituels de la vision pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et c'est précisément cela que fait Bacon avec nous. Si bien que quand on voit une exposition, on a un peu la berlue, si vous voulez. On n'est pas sûr d'avoir bien vu ce qu'on a vu. Bon. Et c'est tout l'objet. Et c'est l'objet des trois peintres dont je vais parler aujourd'hui, en plus de Francis Bacon, de Wilhelm de Kooning et de Eugène Leroy. Bon. Parlons un peu de Francis Bacon, encore un peu. Bacon part de ce qu'il appelle un fait. Un fait est toujours brutal. Mais qu'est-ce que c'est qu'un fait? C'est un état de choses. Alors, le grand philosophe qui a essayé de théoriser et de logiciser la notion d'état de choses, c'est le philosophe autrichien et anglais Ludwig Wittgenstein, qui écrit un livre très important qui s'appelle le Tractatus Logico-Philosophicus au début du XXe siècle, et dans lequel les trois premières notions sont les suivantes. Aphorisme numéro 1, le monde est tout ce qui a lieu. Le monde est tout ce qui a lieu. Deuxième aphorisme, ce qui a lieu, qu'il appelle le fait, est l'existence d'états de choses. Et il définit l'état de choses ainsi, l'état de choses est une liaison d'objets. Bien.
Alors, chez Bacon, l'état de choses n'est pas une liaison d'objets. Vous avez vu que tout est pris dans une solitude radicale et fondamentale, il n'y a pas de relation. L'objet est irrémédiablement isolé de tout autre. Alors, je peux vous le montrer, par exemple, quand il peint, par exemple, un homme devant un lavabo, on voit que le lavabo est totalement isolé, il ne fait pas partie d'une salle de bain, par exemple, juste le lavabo. Bon. C'est la même chose avec le miroir. Le miroir est un objet, mais qui est totalement isolé et qui ne se rapporte à rien. Donc il n'y a aucun objet qui fasse monde, si vous voulez. Parce qu'on fait monde à travers la relation que tel élément a avec un autre. Mais là, pas du tout. Bon. Donc, chez Francis Bacon, l'état de choses, c'est pas du tout une liaison d'objets, c'est une transformation du fait, de ce qui a lieu. Bacon le montre en mettant en image la brutalité, la cruauté, l'inexorabilité, la nécessité insurmontable de la transformation. En fait, c'est la vie qui est transformation. Si celle-ci est brutale et cruelle, c'est donc à tout moment. Toute peinture de Bacon sera un arrêt sur image d'un moment de transformation du fait. Ce moment est celui de l'état de choses. Cela veut dire que la mort s'immisce dans la vie, et d'une certaine façon, la vie et la mort, en ce qu'elle défait ce qui est fait, en ce qu'elle déforme ce qui est formé, en ce qu'elle modifie ce qui paraît à première vue substantiel. La vie étant ainsi, il faut donc faire avec. Or, le tableau est là pour que le regard s'accroche à cette transformation que nous ne voyons pas, dont le caractère naturel, sinon sur un plan théorique le caractère évident, dissimule la brutalité et la cruauté profonde. Le tableau propose une image figée, mais le peintre ne fait pas d'image, il fait un tableau. Ce qui est tout différent, si bien qu'il va à chaque fois faire en sorte que l'image soit débordée, excédée, disons même affolée, par quelque chose qui, lui, n'est pas de l'ordre de l'image, qui, à la limite, défie toute image, imagination et imagerie possible, et qui est un pur mouvement intérieur, inobjectif, ne se manifestant qu'à la peinture et toujours dans l'excès. Pourquoi j'arrive pas à ouvrir plus ? Bon, vous voyez, ah voilà. Voilà. Donc là, on a un portrait de l'écrivain français Michel Léris. D'accord ? Et on est très loin des portraits que nous avons vus tout à l'heure, c'est-à-dire Gréco, Van Dyck, etc. Parce que ce qui est intéressant, c'est absolument pas de représenter Michel Léris, mais c'est d'arrêter le tranchant de l'image sur un état de fait, un état de chose. Et cet état de chose, c'est cette transformation qui a lieu en nous en permanence, mais que nous ne voyons pas. Et parce que nous ne la voyons pas, elle est donnée au regard, donc à la peinture. C'est la peinture qui est capable, si vous voulez, de révéler ce que les yeux ne peuvent pas voir. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Il y a... alors, il faut absolument que je trouve un autre tableau.
Voilà, celui-là. J'espère que je peux l'ouvrir. Non. Voilà. Vous voyez là. Ok. Bon. C'est un autoportrait. Et alors, il y a chez Bacon quelque chose qui en fait le peintre de l'envers de notre histoire contemporaine. Notre monde est fait d'informations, de communication, d'une sorte de transparence entre l'émission et la réception des messages. Tout notre monde est ainsi fabriqué, mais dans les peintures de Bacon, c'est tout l'inverse. D'abord, il n'y a aucune information, et quand il y a des lettres, par exemple, les lettres sont brisées, elles sont cassées, elles sont jetées au sol comme des déchets, comme du rebut, vous voyez? Donc ça, en fait, ce sont des journaux, mais enfin, des journaux absolument illisibles. Et bon nombre de tableaux montrent ces lettres dispersées, illisibles, proprement illisibles. C'est qu'il y a chez Bacon une sorte de littéralité qui va au-delà de la lettre et qui se tient en deçà de la lettre. Et c'est dans cette littéralité, si vous voulez, ces lettres qui jonchent le sol, que l'on ne peut plus comprendre, qui sont émiettées, si vous voulez, il y a quelque chose qui révèle la brutalité de l'état de choses. Cette brutalité se révèle quand quelque chose n'arrive pas à être relevé par une narration ou par une explication, par rien qui soit de l'ordre du discours ou de l'intelligible. Et d'ailleurs, c'est ce que Bacon reprochait aux surréalistes. Il leur reprochait le fait que... il leur reprochait la présence permanente du discours, d'un discours qui, en recourant à l'imaginaire, vient soutenir l'image peinte et recouvrir d'intelligibilité ce qui, en tout état de cause, échappe à tout discours. Et, en revanche, ce qui soutient l'image chez Bacon, ce n'est pas l'imagination, mais c'est un concentré d'intensité qui va jusqu'à l'insoutenable. À un moment donné, les intensités qui me traversent, qui me forment et me déforment à la fois, et qui, portées à l'excès, pourraient me faire honte, ces intensités ouvrent les valves de la sensation. Et d'ailleurs, le grand livre du philosophe Gilles Deleuze sur Francis Bacon s'appelle « Logique de la sensation ». Dans ce livre, Deleuze explique que le corps, pour Bacon, est le matériau de la figure. Que c'est dans cette économie du matériau figural que le visage représenté cède la place à la tête. Alors, on le voit ici, mais on va prendre un autre exemple, un autre portrait par exemple. Voilà, ça c'est un... Voilà. Voilà. Ça, c'est un autoportrait de Francis Bacon, c'est un diptyque. Et ce qu'il peint, ce ne sont pas des visages. Il peint des têtes. Alors, la tête, qui fait partie du corps, est, comme tout ce qui relève du corps, un lieu d'intense transformation. Un champ de force qui se dispute un morceau de chair. Deleuze dit « Ce qui intéresse Bacon n'est pas exactement le mouvement, bien que sa peinture rende le mouvement très intense et violent, mais à la limite c'est un mouvement sur place, un spasme, qui témoigne d'un tout autre problème propre à Bacon, l'action sur le corps de forces invisibles, d'où les déformations du corps qui sont dues à cette cause plus profonde. » En peinture, par le travail, fin de citation, en peinture, par le travail du pinceau, du grattoir, des brosses, des couches,
ces forces se montrent dans la défiguration du visage, ou du corps allongé ou recourbé, comme on l'a vu dans d'autres tableaux. C'est qu'elles opèrent des déformations qui, sur le corps objectif, donc le corps masse, ne se voient pas, sauf dans la torsion de la souffrance, de la honte ou de l'abjection. Ces forces sont des vecteurs de devenir, des vecteurs montrés par des flèches ou des cercles faisant office de loupe, là même où ils opèrent. Alors, là, il faut que je retourne malheureusement pour vous montrer cela. Alors, je ne sais pas si je vais le trouver, mais voilà. Très bien. Il est là. Voilà un tableau. Voilà un tableau. OK. Alors, vous voyez, flèches, des cercles qui font office de loupe, si vous voulez, qui sont comme des incursions qui nous font rentrer dans ce champ de force qui déforme et forme en même temps, et qui est en fait le champ de force, ce qui anime la vie, parce que la vie c'est ça, c'est une perpétuelle formation et déformation de nous-mêmes. Alors, ce qu'il fait Bacon, c'est qu'il joue en fait avec le dispositif pictural. Vous voyez ici, donc, dans ce tableau, il y a un corps, évidemment, il y a un corps qui est pris dans une torsion impossible, alors, il y a les lettres, si vous voulez, illisibles, qui sont sous le corps, là, donc, probablement, il est en train de piétiner un journal, mais la flèche, si vous voulez, renvoie à un visage, le corps est en train de battre un autre corps, hein, parce qu'en fait il y a deux corps, si vous voulez, il y en a un qui est dessus. Alors on ne sait plus si c'est une scène où deux corps font l'amour ou bien luttent à mort, on n'en sait plus rien, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de montrer ce qui se joue sous le visible. Et ce qui se joue sous le visible, c'est la prérogative du peintre. C'est-à-dire que le peintre n'est pas là pour révéler le visible. On n'a pas besoin du peintre pour cela. Mais en revanche, on a besoin d'un peintre pour nous faire, pour nous introduire là où sous le visible, quelque chose se produit et qui est de l'ordre de l'état de choses. D'accord ? Donc c'est exactement ce qu'il fait ici. Alors, il y a un autre phénomène qui est le cri. Le cri est en soi l'indice d'un devenir pour Bacon. Pourquoi ? Parce que dans le cri, si vous voulez, la parole s'est déjà muée en autre chose, qui n'est pas parole, mais pur affect. Le cri permet de comprendre que le devenir n'est pas évolutif, mais involutif. Il fait retour à une strate originelle de la vie. Bacon, qui refuse toute narration, toute peinture qui déroule un récit ou pouvant donner lieu à un récit, résume sa position en disant « peindre le cri plutôt que l'horreur ». Voilà. Alors là, c'est une interprétation d'un tableau de Velázquez, du pape Innocent X, dans lequel, évidemment, tout le dispositif pictural propre à Bacon est présent, comme la cage, le brouillage, et surtout le pape qui est pris dans un moment de cri avec cette bouche ouverte, où les dents, comme je vais le dire bientôt, en fait, sont représentées comme des os, quoi. C'est même plus des dents. Et le plus... alors, donc, le cri est un des devenirs, justement, donc, et puis aussi, il y a
pour Bacon, le devenir le plus évident pour l'homme, sinon le plus proche, c'est le devenir animal. Car l'homme qui souffre est une bête. De même que la bête qui souffre est un homme. Telle est, selon Deleuze, la réalité du devenir. Sa réalité et son inexorabilité. Il y a aussi un autre devenir, puisque on peut dire que Francis Bacon est le peintre des devenirs, donc le cri, le devenir animal, je vais vous le montrer autrement, avec d'autres tableaux. Voilà. Alors, par exemple, un tableau très important qui est celui de la corrida, hein, où, en fait, ce qui est intéressant pour Bacon, c'est que dans ce tableau, si vous voulez, le torero est déjà pris à l'intérieur de la bête qu'il essaye de maîtriser, et il y a une indistinction, une indiscernabilité, et c'est ça qui l'intéresse. Donc, vous voyez, ce genre de choses, l'isolement de la scène, si vous voulez, avec ce rond central, permet d'isoler la figure, mais la figure n'est pas duelle, elle est en fait unique. Il y a une seule figure qui est à la fois ce corps humain et ce taureau dans une indiscernabilité fondamentale. L'autre devenir, pour Francis Bacon, c'est le devenir viande du corps de chair. Bon. Et Deleuze explique cela ainsi, je le cite, « La viande est cet état du corps où la chair et les os se confrontent localement au lieu de se composer structuralement. De même la bouche et les dents qui sont des petits os. Dans la viande, on dirait que la chair descend des os. » Je vais essayer de vous montrer. Reprendre le tableau que je vous avais montré tout à l'heure. Okay. Dans la viande, on dirait que la chair descend des os, tandis que les os s'élèvent de la chair. La viande n'est pas une chair morte, elle a gardé toutes les souffrances et pris sur soi toutes les couleurs de la chair vive, tant de douleurs convulsives et de vulnérabilité, mais aussi d'inventions charmantes de couleurs et d'acrobatie. Ce n'est donc pas que le mort saisit le vif, Deleuze a tout à fait raison d'insister sur ce point, il n'y a pas de tête de mort selon Bacon. Pas la moindre présence de ces vanités qui pullulent dans de si nombreux tableaux de la tradition, dont le fameux « Les ambassadeurs » de Hans Holbein, qui oppose le corps ferme et plein, droit et déterminé, à l'image subliminale d'une tête de mort. Vous connaissez ce tableau très connu, mais si vous ne le connaissez pas, je vais quand même vous le montrer pour que vous preniez la mesure de la différence de traitement. Bon, c'est ce tableau-là. Vous voyez? Pardon. Voilà. Bon. Vous voyez? Bon, c'est un tableau très connu. Vous voyez les corps massifs, déterminés, autodéterminés de ces deux ambassadeurs qui ont tous les signes de la conquête du monde autour d'eux. Ce sont des citoyens du monde qui affirment leur présence. Et puis, il y a
une anamorphose au premier plan, que l'on ne voit pas, mais quand on se déplace, on voit que cette anamorphose qui est là, vous voyez, c'est une tête de mort. C'est une tête de mort qui fait contraste, si vous voulez, entre la munificence de ces ambassadeurs qui dominent la réalité et la triste fin qui les attend, qui est d'être simplement voués à la mort. Et donc, dans ce tableau, il y a quelque chose qui ne concerne absolument pas la peinture de Francis Bacon, puisque de toute façon, la Francis Bacon, ce n'est jamais la mort, c'est la souffrance et le cri, et c'est la transformation, c'est-à-dire une sorte d'état permanent de modification. Et c'est ça qu'il cherche à peindre, si bien que la seule vanité qui puisse être peinte pour Bacon n'est pas une tête de mort, mais la carcasse qui soutient le bœuf écorché de Rembrandt ou de Soutine, sur lequel il a jeté interprétativement son dévolu, puisque, en fait, chez Bacon, il y a cette présence très forte de cette référence picturale majeure, qui est une autre forme de vanité, qui est en fait le corps crucifié. Bon, le corps crucifié de la bête. Bon. Chez le boucher, tel que Rembrandt l'a montré, mais ensuite, évidemment, Soutine, deux peintres très importants pour Bacon. Deleuze écrit « Pour Bacon, tout homme qui souffre est de la viande. La viande est la zone commune de l'homme et de la bête, leur zone d'indiscernabilité. Elle est ce fait, cet état même où le peintre s'identifie aux objets de son horreur ou de sa compassion. » Et Deleuze de désigner d'un mot parlant le corps que le peintre Bacon apporte dans pareille peinture en disant « le peintre est boucher, certes, mais il est dans cette boucherie comme dans une église, avec la viande pour crucifier. » Ce qui veut dire que la tête, dans sa peinture, est désossée plutôt qu'osseuse. Elle n'est pas du tout molle pourtant, mais ferme. La tête est de la chair et le masque lui-même n'est pas mortuaire, c'est un bloc de chair ferme qui se sépare des os, comme on le voit par exemple avec un autre portrait très important. Voilà, le portrait de William Blake. Voilà. Vous voyez un peu cet effet de transparence livide. Alors, les zones d'indiscernabilité sont des zones d'indécidabilité. On ne sait plus qui est qui ou qui est quoi. On peint tel ou tel portrait, mais a-t-on jamais vu quelqu'un comme ça? A-t-on jamais vu... Voilà, a-t-on jamais vu ça, si vous voulez? Bon. Non, on n'a jamais vu ça. Mais en revanche, il est possible de le regarder. Il est possible de le regarder ainsi. Il est possible de le regarder traversé de part en part par des forces de vie qui sont en même temps des forces de mort, bien qu'elles ne cessent jamais d'agir. En fait, le corps est processus infini de déformation et de reformation, un processus à tout moment au bord de la rupture. Alors, le corps pris dans des zones d'indiscernabilité, qui sont des zones d'indécidabilité, c'est aussi ce à quoi Willem de Kooning, peintre américain du XXe siècle, a affaire. Ce que veut faire de Kooning, c'est saisir le spectateur, non par le contenu de l'image peinte, mais par l'action même de peindre. Je vais peut-être commencer par montrer des images. Alors, là, il faut que je sorte de ce... Voilà. Là. Voilà. Alors.
C'est un tableau de Willem de Kooning, très connu. Il est au Metropolitan Museum de New York. Il fait partie de la série des Women, des femmes. Alors, ce que veut faire de Kooning, donc je vous ai dit, ce n'est pas tellement saisir le spectateur par le contenu de l'image peinte, mais par l'action même de peindre. Et son but n'est même pas de donner à voir un tableau, parce que peindre pour lui, c'est d'abord, comme il dit, un style de vie. Une manière pour la vie de se donner une forme, elle qui est fondamentalement informe. Ce qui revient à dire que tout tableau pour de Kooning, c'est le tableau d'une vie qui se tient dans les limites de l'espace-temps où il est justement créé. Le contenu de l'image est totalement subordonné à ce qui fait le contenu de la vie du peintre à tel ou tel moment. Or, ce contenu est fait de 1001 images accumulées. Accumulées à la fois au dehors, dans le monde, mais aussi dans son esprit, dans sa mémoire. Et toutes ces images accumulées, multiples, plurielles, pléthoriques, viennent se heurter en lui. Si le tableau en est la trace, il en est en même temps l'exorcisme. Alors, de Kooning a dit un jour « Je pourrais être influencé par Rubens, mais je ne voudrais pas assurément peindre comme Rubens. » C'est des images atroces, là. Je vois rien du tout. Je suis vraiment désolé. C'est catastrophique. Je ne sais pas si ça c'est mieux. Ah non, c'est tout petit. Mon Dieu. Bon. Alors, citant cette phrase de Kooning, le philosophe et sémiologue Louis Marin note que si l'on veut comparer la chair des femmes chez Rubens et la chair des femmes chez de Kooning, alors il faudrait parler de mouvements inversés. Bon, on comprend. Il écrit la chose suivante. Pour Rubens, on va de la figure à la figure par exaltation de la peinture. Pour de Kooning, on va de la peinture à la peinture par émergence et évanescence de la figure. C'est assez éclairant, et pour mieux le comprendre, on va s'attarder un instant sur la série des Women, qui a choqué à l'époque tant de monde, et qui choque toujours autant aujourd'hui. De Kooning voulait voir... Alors, ça fait partie... Alors, reprenons un autre tableau des Women que je ne vous ai pas encore montré. Voilà, celui-là. Celui-là est au MoMA. Bon. Alors... de Kooning voulait voir dans chaque femme, chaque woman peinte, avec ce corps trituré, brouillé, saccagé, même effrayant, dangereux, disait la femelle peinte à travers les âges, les idoles, la difficulté de peindre cette femme, une hilarité particulière, des souhaits de magazines. Tout ça, en quelque sorte, mélangé. Si on pense à Picasso, par exemple, où le visage de face est aussi de profil, et dans chaque visage de femme traduit sur sa toile, il y a perçant l'écran de son image un autre visage de femme, une autre femme contemporaine dans la tête ou le cœur de Picasso, de celle qu'il peignait nommément.
Par exemple, il y a des tableaux très célèbres où l'on voit Marie-Thérèse en fait percée derrière Dorama. Enfin bon, mais chez de Kooning, il y a aussi une superposition, ou plutôt des limitations mutuelles qui se traduisent par des bifurcations soudaines. Alors on commence à peindre quelque chose et puis tac, d'un coup on passe à autre chose. Il y a des commencements qui s'interrompent, il y a des ébauches permanentes, il y a l'inachèvement des traits et la rupture des tons. C'est que la woman, pour lui, renvoie à une fille aperçue rapidement dans la rue, puis oubliée, et qui revient à la surface du monde, c'est-à-dire à la visibilité dans le tableau, de telle sorte que quand elle revient au monde dans un tableau, elle contient aussi dans sa forme à la fois défigurée et figuralisée, et ainsi qui ne ressemble à rien, d'autres femmes que le peintre voyait en passant, des mères ou la Vierge Marie, ou des femmes ayant croisé son chemin, parfois en feuilletant un livre d'images ou en passant devant la publicité de Lucky Strike, où il y avait une femme qui arborait un très grand sourire, un sourire si heureux qu'il en devenait inquiétant. Ou des femmes avec qui il avait des liaisons. Enfin, donc, des femmes, si vous voulez, qui, en quelque sorte, sont elles-mêmes possédées par d'autres femmes. Et donc, il n'y a jamais un corps, il n'y a jamais un corps qu'on voit. On voit toujours plusieurs corps. Je vous vois vous, mais en fait, je vois celui qui pourrait vous ressembler en même temps et qui se rappelle à moi à travers vous, etc. Donc, en fait, c'est ça qui intéresse de Kooning. Ce n'est jamais l'isolement factice, en fait, que la vue permet de donner d'un corps donné. Non, en fait, nos corps sont eux-mêmes peuplés de formes qui sont celles d'autres corps qui appartiennent à une autre histoire et qui nous reviennent dessus de manière obsessionnelle. Et donc, si vous voulez, le corps qui est représenté est donc fait de trouées par lesquelles passent d'autres corps. Le corps d'une femme est celui de son histoire à lui avec les femmes. Dans une conférence de 1951, de Kooning écrit que la chair fut la raison d'être de l'invention de la peinture à l'huile. Bon, ce qui est en fait assez plausible, parce que la peinture à l'huile a permis, si vous voulez, d'approcher ce mystère de l'incarnat, donc de cette couleur de chair très spécifique qui n'existe pas, par exemple, dans les tableaux de la Renaissance, ou même avant la Renaissance, dans les tableaux religieux, dans les icônes, dans les retables. Non. Bon. Mais il précise la chose suivante: jamais auparavant une telle place ne lui avait été consacrée dans la peinture. Donc, il parle de la chair. Pour les Égyptiens, c'était une chose qui ne durait pas assez longtemps. Pour les Grecs, elle revêtait comme toute chose un aspect de marbre peint et de mur en plâtre. Et pour l'artiste de la Renaissance, la chair était ce dont sont faits les hommes. Mais la chair, c'est en fait ce dont est fait un tableau. Et c'est le lieu peut-être de citer un extrait d'une lecture que l'historien d'art Georges Didier Huberman a fait de la nouvelle de Balzac, Le chef-d'œuvre inconnu, dans un livre qui s'appelle La peinture incarnée, et la nouvelle de Balzac raconte l'histoire tragique de ce peintre qui s'appelle Frénophère. La question, il prend d'abord
La question, il prend d'abord la forme d'une interrogation positive à caractère général. Qu'est-ce donc, en vertu de son essence, le tableau est supposé atteindre au moyen de la peinture? Réponse, ce qu'il vise à atteindre, à toucher, est la présence vivante, réelle, incarnée. Autrement dit, pour faire tableau, la peinture ne doit se présenter que sous l'aspect d'une image vivace. Que faut-il pour cela? Comment arracher la représentation picturale à l'inertie de son propre artifice, au sans-vie des formes représentées? Eh bien, réponse, c'est en osant la figure comme don de chair. Don de chair. Alors Didier Huberman écrit la chose suivante: un don de chair, voilà ce qui manque au tableau de Fresno-Ferme, le personnage de Balzac. Voilà l'exigence et voilà la limite. Voilà le sens de ce qui manque à tous les tableaux, excepté sans doute au chef-d'œuvre inconnu. Car le plus beau des tableaux aura toujours été, jusqu'au présent du chef-d'œuvre de Fresno-Ferme, en deçà d'un tel don. Le plus beau des tableaux aura toujours été les carnis comme des panis, des robes ou enrobements colorés qui ne savent pas l'art de la métamorphose vraie, ne sont que l'artifice, ne savent même pas mentir sur la nature de toile, sur leur nature de toile. Donc en fait, le tableau idéal serait le tableau qui en fait donnerait vie à l'image. Ce serait le tableau absolu, celui qui, au lieu de représenter la chair, vous voyez, donnerait en quelque sorte la chair elle-même devant nous. Et à ce moment-là, ce tableau serait parfait. Serait parfait. Parce qu'on cherche évidemment à coller à cette chair que l'on cherche à se représenter, mais en fait, on n'y arrive jamais. Mais en fait, le chef-d'œuvre inconnu serait celui-là, celui qui en quelque sorte donnerait vie à la figure. Bon, et se donner vie à la figure est en fait l'idéal de la peinture, une sorte de viser un horizon, si vous voulez, d'attente, mais en quelque sorte, ça n'advient jamais. Le tableau retombe toujours dans l'artifice de l'image. Bon. Néanmoins, la touche joue ce rôle de rendre l'image vivace et de donner vie à quelque chose qui n'en a pas. Alors, c'est ce qui a intéressé évidemment De Kooning. De Kooning est d'origine hollandaise, mais c'est un Américain qui introduit en fait dans la peinture américaine les couleurs de chair des tableaux hollandais, essentiellement Rubens évidemment, et ce qui l'intéresse, ce sont les vicissitudes du regard. Et ce qu'il appelle glimpse. Glimpse, c'est-à-dire la vision fugitive. En elle, on ne voit rien à proprement parler. En fait, on ne voit jamais rien avec un glimpse, parce que c'est trop rapide. Bon, parce qu'on n'en a pas le temps. Bon. En fait, on n'a jamais le temps de voir. On n'a jamais le temps de voir. La vision contemplative, en fait, est un pur artifice que les peintres inventent pour donner une consistance formelle au corps peint. Ils inventent une sorte de durée de contemplation, mais uniquement parce qu'ils ont besoin de stabiliser l'objet, mais qui lui-même, en fait, n'apparaît jamais comme tel, puisque nous sommes voués à ce glimpse, à ce regard fugitif sur toute chose. Nous ne faisons que ça. Donc, cette vision contemplative pour De Kooning n'existe pas. Elle n'existe pas. Devant un corps de femme, le peintre, qui est un homme, en fait, ne contemple rien. Il est envahi par les images relatives à son histoire avec les femmes, le corps des femmes. Et c'est cet envahissement qu'il peint et qui fait tout l'objet et la substance de son voir. Il voit comme il peint comme il n'arrive pas à voir. Surnage dans ce capharnaüm le sourire. Ce sourire qui veut dire une chose et son contraire. Je vais vous le citer. Voilà ce qu'il écrivait. Il a dit
J'ai découpé beaucoup de bouches. D'abord, j'ai pensé que tout devait avoir une bouche. Peut-être était-ce un peu comme un calembour, ou bien c'était sexuel. Quoi qu'il en soit, je découpais beaucoup de bouches, puis je peignais les figures, et ensuite je plaçais une bouche plus ou moins là où elle devait être. C'était toujours très beau, et ça m'a beaucoup aidé d'utiliser la chose réelle. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi la bouche, peut-être à cause du sourire. Il me rappelle ces idoles mésopotamiennes, toujours dressées vers le ciel, avec ce sourire comme si elles étaient stupéfiées, non par leurs problèmes respectifs, mais par la confrontation avec les forces de la nature. J'étais très conscient de cela. Le sourire, c'était quelque chose à ne pas lâcher. Bon, écoutez, j'avais prévu de vous parler d'Eugène Leroy, mais il est quand même 4h25 et je vais peut-être vous donner la parole. On a quand même parlé de 2 grands peintres du XXe siècle. C'est suffisant, je crois. Merci en tout cas. Oui, je vais essayer. Voilà. Bon, écoutez, je remercie encore M. Conférencier là, pour ce propos très riche, bien, qui je suppose a suscité peut-être des questions chez vous. Oui, madame? Non? Oui, moi, je vais donc permettre de commencer. Tu dis à un moment, effectivement, la chair, ce dos, est fait d'un tableau. C'est bien ça. Bon. Pardon? La chair, ce dos, est fait un tableau. C'est bien une citation. Non, le don de chair. Ah, le don de oui, chair. D-O-N. Non, le don de chair. Le don de chair. C'est une expression qu'emploie Georges Didier Berman pour parler en fait de l'horizon qui était celui de ce peintre Frénophère qui rêvait de ce tableau absolu qui en fait devait substituer à l'image de la chair elle-même. Si vous voulez. Mais ma question va quand même se poser, puisque en disant cela, ça vise effectivement toute peinture, je veux dire une dimension ici quasiment ahistorique. Or, est-ce que ça ne caractérise pas plutôt une certaine conception moderne de la peinture, resituée à ce moment-là historiquement? Est-ce qu'on peut dire que de tout temps, eh bien, ce don de chair et ce don est fait la peinture? Bah, écoutez, ce don est fait un tableau. Donc, dès qu'il y a tableau, il y a don de chair, si je comprends bien. Bah, si on présente un paysage. Oui. Bon, alors, c'est d'abord une expression qui rentre dans le cadre de la question de la représentation du corps en peinture. Nous sommes d'accord. Bon. Mais là... ce que la peinture à l'huile permet de faire, c'est d'approcher à cette carnation, si vous voulez, très particulière de la peau, de la chair, de l'être vivant. Et le modèle, si vous voulez, le modèle est de restituer cette chair dans ce qu'elle a de vivant et de singulier. Alors, c'est une problématique moderne. C'est une problématique moderne parce que de toute façon, c'est une problématique qui a déjà dissocié l'œuvre peinte de toute autre fonction religieuse, fonction politique, fonction sociale, fonction de prestige, fonction de célébration, qui étaient les fonctions qui étaient données à l'œuvre peinte jusqu'au moment où il y a une autonomie du tableau, et le tableau doit en quelque sorte se justifier lui-même et par lui-même. Et cette auto-justification du tableau est propre justement à la modernité. Oui. Ce qu'on appelle le régime de modernité. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est le régime de modernité. Enfin, tu as tendance à dire aussi que ce régime de modernité révèle en fin de compte ce qu'est l'essence de toute peinture.
Alors, problème que tu vas plus non. loin que simplement Non. la peinture. Non, je ne dis pas ça, je dis que le régime de modernité pose pour la première fois la question du tableau. Oui. Pas de la peinture, mais du tableau. Qu'est-ce qu'un tableau? Oui, c'est-à-dire les peintres qui peignent, si vous voulez, ils peignent pour faire un tableau. Et faire un tableau est un problème, si vous voulez, qu'ils mettent en quelque sorte en œuvre en peignant un tableau. Bon, je vous donne un exemple. Manet, par exemple, peint le déjeuner sur l'herbe de manière absolument extraordinaire parce que le but, c'est de faire un tableau absolument impossible sur le plan de la simple représentation. Je vous rappelle que ce tableau montre une chose totalement incongrue, deux hommes dans un parc avec une femme nue à côté d'eux qui est étendue de manière lascive. Bon, alors évidemment, c'est une scène absolument impossible. Elle n'a aucun sens sur le plan représentatif. En revanche, elle est fondamentale pour précisément attirer le regard du spectateur, non pas sur la scène qui est représentée, mais sur ce qui la représente, à savoir le tableau. Donc c'est ainsi que le tableau est plus fort que l'image. Et c'est ça, en fait, le régime de modernité. Oui, Ouais. oui, la même année, si je me rappelle bien, en 1863, c'est bien ça, le tableau qui a le plus grand succès, donc, à l'exposition des Beaux-Arts, bien, c'est le tableau de Cabanel, la naissance qui est connue, de Vénus, qui est effectivement uniquement une image qu'on peut mettre une femme idéalisée, etc. Là, bon, c'est l'inverse, effectivement. Bien, on ne voit effectivement que cette idéalisation d'une femme, bien, et non pas, comme tu dis, le tableau. On ne le voit plus. C'est vrai. Oui, tu mets l'accent sur Oui. donc, la différence. Oui, c'est ça, c'est ça. Je mets l'accent sur la différence peinture-tableau. Oui. Oui, oui. D'accord. Alors la salle, oui. C'est une question. Donc, si ma mémoire est bonne, dans le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, l'échec de Fraunhofer vient du fait que il n'arrive pas, le don de chair ne se produit pas. Il aboutit à une sorte de tableau qui est Un chaos. presque un Eugène Oui. Leroy avant l'heure. Oui. Oui, enfin. Malheureusement, je n'ai pas abordé la question de Eugène Leroy, mais j'aurais voulu vous démontrer que Eugène Leroy, c'est tout le contraire du tableau de Fraunhofer. Ah bon. Oui. Tu peux en parler un peu quand même. Un peu? Oui, vous voulez? Oui, Il y a un tableau Allez-y. de Eugène Leroy dans le musée, donc Oui. vous pouvez aller le voir. Tu as sans doute des images. Il traduit, c'est pas Voilà. ça. Alors, Mets-le à la bouche. Mais nous, on fait penser à Picabia, ce tableau. celui-là? Oui, celui-là. Oui. De la période des transparences. Oui, alors, c'est intéressant que vous disiez cela, parce que, en fait, bon, sur le plan formel et même esthétique, il n'y a absolument aucun rapport entre Picabia et... Mais la question de la transparence chez Picabia se déplace et se transforme avec la question de la trouée chez de Kooning. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même du corps, il y a non pas l'évocation, mais l'effraction de tous les autres corps qui, à ce moment-là, viennent en quelque sorte remplir ou peut-être distendre ce laps de temps très court qui est celui du glimpse, c'est-à-dire du regard fugitif. C'est ça en fait la problématique de Kooning à ce moment-là. Alors effectivement il y a derrière un tel sourire d'ailleurs on n'est pas capable de véritablement assigner une signification. C'est un sourire très particulier dans lequel il y a tout en fait. Il y a tout et son contraire.
il y a la joie, mais il y a l'horreur, il y a le cynisme, il y a l'indifférence, enfin il y a tout, si vous voulez. Oui, enfin, il y a des trouées. Oui. Alors, Oui, Eugène Leroy. Alors, écoutez, on va quand même mettre un tableau. Alors, je ne sais pas. Je rappelle que tu as écrit un livre sur Eugène Leroy, 3 peintres de la figure, Renan Barrault, Eugène Leroy et Paul Fauderon. Alors, qui peut m'aider à retrouver le dossier? Je sais pas comment on fait. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Bon. Bien. Alors, Eugène Leroy rentre dans la problématique qui a été la nôtre, qui est celle de la déportation de la peinture hors du champ de la représentation. En ce sens-là, c'est vraiment un peintre moderne qui ne s'intéresse pas en fait à la reproduction, à l'exactitude de la représentation. C'est pas du tout son but ou son intérêt. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'il ne peut peindre qu'en présence de modèles. C'est très important pour lui le modèle, mais le modèle a une autre signification que d'être simplement traduit ou reproduit dans l'image. Il n'a pas de fonction iconique à proprement parler, le modèle. Pas comme, par exemple, nous l'avons vu avec le Gréco ce matin, où en fait il avait en face de lui le personnage qu'il a peint. C'est pas du tout ça. Le modèle est un accélérateur, je dirais, de force créatrice à l'intérieur de l'atelier. Il a besoin de la présence du modèle, mais le modèle a une autre fonction que celui de se retrouver en fait sur la toile. Donc, ce qui intéresse Leroy, c'est toujours la même problématique, qui est de dépasser l'écran de l'image, mais par une désidentification de l'image. Et cette désidentification de l'image, elle passe par une étape nécessaire qui est la de pousser le tableau à brouiller tout effet de reconnaissance. C'est extrêmement important de brouiller tout effet de reconnaissance, parce que c'est ainsi pour Leroy que la figure pourra surgir. Elle ne pourra pas surgir en tant qu'image, mais elle pourra justement surgir en tant que figure picturale. Donc il faut absolument aller très très loin dans l'absence de reconnaissance de ce qui est donné à voir. Et pour cela, il a progressivement découvert ce procédé de peindre qui
qu'il est pratiquement le seul à avoir employé, c'est la saturation de la surface picturale par un empattement infini. C'est-à-dire, plus on rajoute de la pâte, plus on noie l'image, afin que, à la faveur de ce trouble, si vous voulez, la figure picturale puisse se produire et le tableau se dresser. Donc, pour cela, cet empattement, il implique, enfin, l'art du peintre pour le roi devient la maîtrise du temps. La maîtrise du temps, c'est très important parce qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à ce degré d'empattement. Il y a des tableaux qui ont été peints sur une vingtaine d'années. Il commençait, il ne voyait plus rien, il le laissait tomber, etc. Et puis il le reprenait. Mais l'important, si vous voulez, c'est que cette solidification de la matière picturale qui est fluide au départ prend un temps infini. Ce qui prend un temps aussi infini, c'est nous en tant que spectateurs et regardeurs, parce qu'il faut un certain temps pour voir émerger de ce qui n'est pas un chaos, contrairement à la nouvelle, mais ce qu'il appelle le delta. Alors, qu'est-ce que c'est que le delta? Alors, ce n'est pas le Sahara de Bacon, c'est que le champ de la fertilité d'où va naître la figure, d'où va pousser la figure, si vous voulez, c'est un champ d'alluvion où, en fait, le champ chromatique est constamment mélangé. Il est mélangé. Il n'y a pas une seule touche de Leroy qui ne comporte pas une vingtaine de couleurs en même temps. Il n'y a jamais de couleur pure, il y a toujours quelque chose qui en quelque sorte, évite tout ce qui va ramener la figure au niveau de la forme. Parce que ce que nous reconnaissons, lorsque nous voyons, ce sont des formes. Et il n'y a rien de plus proche de la figure que la forme. Or, chez Leroy, la forme doit être absolument... elle doit absolument disparaître. Et pour qu'elle puisse disparaître, il faut attaquer tous les contours possibles. Il n'y a plus de contours chez Leroy. Et pourtant, quand on regarde ce tableau, bon, je crois que la figure qui se produit est extrêmement nette, n'est-ce pas? Vous la voyez tous. Mais enfin, vous la verrez en tout cas. Si vous ne la voyez pas encore, vous la verrez. Parce qu'il faut du temps pour qu'elle apparaisse. Mais elle va apparaître. Bon. Il en va de même de ce tableau. Alors c'est compliqué de lire un tableau de Leroy parce que ça prend du temps. Mais au bout d'un certain temps, c'est un visage géant. D'accord? On le voit un peu mieux, si vous voulez, ici, parce que l'image est absolument déplorable, mais on voit, alors, je ne sais pas si vous voyez la paupière qui est là-haut, là, bon, enfin bref, mais évidemment, pour lui, il ne s'agit absolument pas de faire un tableau abstrait. Jamais de la vie, non. En revanche, il n'est pas sûr que le modèle qui est en face de lui au moment où il peint ce tableau soit ressemblant à ce que nous voyons ici. Pas du tout. Mais la seule problématique, c'est l'érection de la figure à travers le temps et l'espace. Parce que un tableau de Leroy, c'est le voir de loin, s'approcher progressivement. À ce moment-là, on a déjà découvert une dizaine de tableaux.
pendant les 7-8 mètres qui nous séparent de la toile, quand on s'approche, et puis ensuite on va faire le mouvement inverse, on va reculer, et à ce moment-là, on va voir encore d'autres tableaux, et si on va à droite, si on va à gauche, on va en va. Donc en fait, la potentialité d'engendrement des figures à l'intérieur du tableau est fonction de la position du spectateur par rapport à la toile, mais aussi du temps qu'il mettra à laisser surgir cette figure. Et si elle ne surgit pas, c'est que le tableau est raté. Mais le premier à le savoir, c'est le roi lui-même, qui n'acceptait pas qu'un tableau sorte de l'atelier s'il n'était pas lui-même la promesse de cette expérience que je viens de vous décrire. Alors, quelle est la fonction du modèle? Ah, C'est une entrée en matière. alors, le modèle, si vous voulez... Alors, c'est une très bonne question, mais elle est assez compliquée, vous savez, elle est assez compliquée. La grande affaire de Leroy, c'est ce qu'il appelle le geste de lumière. Donc le geste de lumière, c'est la manière dont, un peu comme dans le glimpse de Kooning, soudain il y a une lumière comme ça, la lumière du Nord, qui le frappe dans l'atelier, et il veut en quelque sorte restituer, non pas cette lumière, mais l'impression que cette lumière a faite. Et dans l'atelier, il y a un dispositif où, en fait, il y a deux miroirs, il y a deux miroirs, et la lumière vient du zénith, si vous voulez, frappe un miroir et frappe un autre, et le modèle est celui qui, à l'intérieur de l'atelier, marche et déambule de telle façon à faire jouer ce faisceau de lumière pour qu'il apparaisse encore plus au peintre qui est en train de peindre. Donc en fait, c'est une utilisation assez étonnante de la présence du modèle qui est un révélateur de la qualité de la lumière à l'intérieur de l'atelier. C'est une des fonctions. L'autre fonction pour moi, c'est que la présence humaine à l'intérieur de l'atelier est très importante pour un peintre aussi humaniste que Leroy, qui a besoin de ne pas peindre dans une solitude trop sèche et qui a besoin de cette présence qui lui apporte beaucoup et qui influe, à mon avis, sur à la fois le choix des couleurs et sur l'extrême difficulté physique à peindre ce genre de tableau, puisque c'est un tableau qui est peint, si vous voulez, à coup de bombardement de matière, c'est-à-dire que c'est un exercice physique incroyable. C'est pas par petites touches, hein. Et le roi était un colosse. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur une photo physiquement, c'est un véritable colosse, et très souvent le roi peignait nu. Donc il y a comme ça une sorte de grande sauvagerie à vouloir dompter la figure, ce qui est une scène pour moi extraordinaire de ce que la peinture peut susciter dans la vie d'un peintre. Bon. Paul, Oui. Je vais t'interrompre parce qu'il est 5h moins, c'est pour toi. Oui. Oui, Bon. Excusez-nous, mais d'abord, nous tenons à remercier bien sûr Paul Audy pour son intervention ici. Je crois qu'il mérite d'être applaudi. C'est que je sais que Paul doit prendre un train à 17h20 et donc il est temps malheureusement de se dépêcher. Je vous remercie d'être venu. Je signale donc que vous pouvez acheter des livres de Paul Audy. Notamment, il y a ce peintre ici, il a parlé, vous avez vu, avec beaucoup de chaleur et de connaissance d'Eugène Leroy. Bien, le pain, il y a donc un ouvrage qui lui est sinon consacré entièrement, mais en tout cas qui est une grande partie. C'est le grand peintre de la région. C'est le grand peintre de la région. C'est le grand peintre de la région. Il Très était important. de Roubaix, Wascal. Il était de Fascal. Wascal. Wascal. Il avait son atelier là-bas.
Voilà. Il a vécu toute sa vie là-bas. Oui, c'est les Tourcoing, ça. Le Tourcoing, au musée de Tourcoing, il y a, le musée de Tourcoing s'appelle désormais le musée Eugène Leroy. Il y a toute la dimension aussi politique, qui n'en parle pas. Oui. J'ai vu notamment avec la carrière. Ouais. Ouais. Elle avait 50 ans de vie. Oui, où elle raconte comment D'accord. c'était assez impressionnant. J'arrive un jour. Voilà. Bien, merci. Et puis excusez-nous d'interrompre un peu brutalement, mais il y a des obligations auxquelles nous n'échappons pas. Pardon?